c'est pas officiel, je crois. Donc c'est encore des journalistes qui ont lancé ça, à mon avis, non? C'est vrai que je suis abattu, je suis très triste. Ça fait très mal, mais je vais pas m'arrêter. Ouais, de jouer au football, je serais prêt à même aller au pôle Nord. J'ai essayé Nietzsche, j'ai essayé Kant, etc. Bon, j'ai essayé Socrate, etc. J'ai essayé. Bon, j'ai pas réussi. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Athème, il a mon portable, qu'il m'appelle. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after comme tous les lundis. On est ravis de vous retrouver pour 2 heures de foot comme tous les lundis. Une page foot européen, évidemment avec les avis tranchés de nos drôles de dames, nos spécialistes du foot en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, mais également le foot français avec Daniel Riolo. Salut Daniel. Bonsoir les amis. Et Pierre Ducrot. Salut Pierre. Bonsoir messieurs. Vous avez préparé vos avis tranchés. Oui. Pierre va nous faire un cri du cœur. Je vous le dis, voilà. On peut le présenter comme ça. Ah bon. Ouais, carrément. Alors c'est pas que, ça m'arrange, je vais pas mentir, c'est pas que parce que c'est un attaquant du Paris Saint-Germain, c'est parce que c'est un attaquant que j'aime tout court. Très bien. Parce qu'il dégage. Tu vas nous expliquer tout ça. Daniel a mis son costume de psychologue. Spécialiste en choc psychologique. J'avais pas vu, ça change pas d'habitude au niveau du costume, mais oui, tu le dis, pareil. tu le dis. Bon. Voilà. Enfin, un psychologue, Daniel. Oui, on déplaise à certains. C'est sur quoi Voilà. Bah, tu verras. Mais non, c'est choc psychologique. C'est histoire de choc psychologique, comment ça marche, quoi. Vous avez commencé à en parler hier. Parce que ça marche alors. Ouais, c'est ça qu'on sait pas vraiment. On sait pas combien de temps ça marche. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est dans la durée. Il y aura également les questions de l'after, les sujets qu'on n'a pas pu aborder, notamment hier ou tout au long du week-end dans l'after. Metz au programme, Lyon, Rennes, Nantes, Nice. On va essayer de parler de tout ça ensemble, donc jusqu'à 23h avant l'arrivée des drôles de dames. Vous avez le hashtag RMC Live, évidemment. Vous avez le 32-16. Vous avez Direct Studio grâce à l'appli RMC Sport. Et puis évidemment, il y a le match de Ligue 2 du lundi soir. Ce soir, c'est un beau match entre Reims, le leader, et Lorient. Mais il n'y a pas de but, Aurélien Tiersin. Salut Aurélien. Ouais, salut Jean-Louis, salut messieurs. Ouais, c'est un beau match sur le papier, sur le terrain. Un petit peu moins, on s'ennuie ferme depuis le début du match. Mais là, une grosse frappe de Franklin Wadja, le milieu camerounais du FC Lorient, 35 mètres. Bien stoppé par Yohan Carasso, le gardien remplaçant de Reims, mais titulaire ce soir. Là, la bonne sortie de Carasso. Et ça fait toujours 0-0 à 28 minutes de la fin de cette rencontre entre le leader rémois et le FC Lorient de Michael Landreau, 6e au classement. Et on suit un match de la 18e journée de Pro A de basket. Pour l'instant, Bourg-en-Bresse mène 58-49 face à Gravelines Dunkerque. Jingle Ducrot, premier avis tranché du soir. Pour les gars de la génération Pierre Ducrot, ça sent la banquette arrière, ça. Ouais, mais enfin, moi j'ai pas connu les banquettes en arrière avec Scorpion, quoi. Et oui, voilà, une histoire de bien marquer la différence de génération. Quand je pense que mon fils m'a dit tiens, ce soir je vais écouter dans mon lit l'after et que ça commence ouais. Comme ça, c'est moyen quand même. Quel âge il a ton fils? Il va avoir 12 ans au mois de mars. Ah oui, d'accord. Ouais, non, ça fait un peu jeune pour les banquettes arrière. Je lui passe le bonsoir et si tu peux t'endormir tranquillement, Raphaël, merci. Voilà. Très beau prénom. Alors Pierre, tu vas nous parler donc d'Edinson Cavani qui est rentré dans l'histoire du PSG ce week-end. Oui, voilà, c'est ce qui m'a donné envie, ou ce qui a déclenché mon avis plutôt, mais on aurait pu le faire sans ce record, surtout qu'il a été bien dépouillé un peu par tous les médias. Voilà, est-ce qu'il a marqué de la fesse gauche, de la fesse droite, combien de buts, où, comment, les passeurs, etc., etc. Moi, j'avais envie de m'attarder sur le phénomène Cavani. Quand je dis phénomène, c'est parce que j'ai l'impression, ou en tout cas la sensation aujourd'hui, que Cavani est autre chose qu'un simple attaquant ou un simple buteur, même si les stats sont énormes. Il est peut-être en train de prendre une part à part, une place à part, dans le cœur des supporters parisiens, et à juste titre pour moi. Et quand je parle de place à part, c'est peut-être qu'il est en train de doubler ceux qui étaient les idoles du Parc des Princes à leur époque. Voilà, on peut penser à Rai, on peut penser à Paoletta, on peut penser à des joueurs comme ça, même plus anciens pour d'autres. Alors, je prends toujours des pincettes pour comparer parce que c'est toujours ces différentes époques, ces différents coéquipiers, ces différents contextes. Mais je crois que Cavani a quelque chose en plus de ces joueurs-là. Il représente pour moi tout l'opposé de ce qu'est le football aujourd'hui, ce star system un petit peu. Voilà, on vit avec, on en parle tous les jours, il n'y a pas de souci, on ne va pas renier ce football-là, mais on aime bien aussi les belles histoires. Daniel se plaît souvent à le dire, et Edinson Cavani, pour moi, en est une de belles histoires. Alors sur le terrain et en dehors, sur le terrain, parce que c'est un attaquant, c'est un numéro 9 qui marque
quasiment plus que presque tous les attaquants d'Europe, voire peut-être ailleurs. Il faudrait vérifier, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas en Europe, c'est sûr. C'est un attaquant, un numéro 9 qui s'arrache, qui défend, qui cavale plus que tous les autres numéros 9 d'Europe. J'en vois pas un qui a envie de le faire autant. Et s'il y en avait un qui avait envie, j'en vois pas un qui est capable de le faire, voilà, avec le coffre suffisant, avec les qualités foncières pour le faire, athlétique. Il dégage aussi sur le terrain ce qu'on aime chez tous les joueurs, logiquement, mais qui est très très rare à ce poste-là, parce que c'est un poste qui nécessite souvent une dose d'égoïsme qui est quasiment obligatoire, ou en tout cas un peu nécessaire. Lui n'en a pas, il est que généreux, il a ce sens du collectif, du sacrifice. Il l'a fait maintes et maintes fois pendant des matchs, il l'a fait sur une saison même, quand il jouait aux côtés d'Ibra, où il a été sacrifié sur un côté, et il a continué, il a rien dit. Pour moi, il dégage tout ça. En dehors du terrain, il dégage, on est tous d'accord, cette simplicité, cette générosité, cette gentillesse, naturellement. Voilà, il n'y a rien de forcé, il n'y a rien de préparé. On écoute son message aujourd'hui pour remercier les supporters et tous les autres artisans à son record. Il le fait chez lui, assis à une table. C'est presque trop simple, quoi. Enfin voilà, n'importe quel joueur de cette trempe aurait un petit peu. En fait, le décalage avec le monde du foot le rend attachant, en fait. Ouais, c'est ça le rend attachant, mais ça le rend surtout accessible, je pense. Même pour les supporters. Et quand je dis supporters, c'est pas ceux qui insultent dès le premier tweet. Hein. C'est des vrais supporters qui connaissent leur club, qui connaissent l'histoire de leur club, qui veulent la suivre, qui veulent s'y attacher. Cavani est accessible, pas parce qu'on va aller parler avec lui quand on est supporter du PSG pendant 3 heures. C'est peut-être pas possible. On peut pas, mais en tout cas, on peut s'identifier à lui. On a envie de s'identifier à lui. Et ça. Peut-être qu'un jour le PSG va gagner une Ligue des Champions avec des joueurs comme Neymar, comme Mbappé ou d'autres avec des talents de folie. Mais le PSG doit aussi garder Cavani très longtemps, ou en tout cas beaucoup plus longtemps que la fin de saison, parce qu'il dégage quelque chose et il représente quelque chose. Je sais pas si on peut dire d'aussi important qu'une Ligue des Champions, mais peut-être, en tout cas pour beaucoup, c'est ce lien avec l'histoire et avec l'histoire du club et avec les supporters. Si Neymar, et certains disent que Neymar est essentiel au développement d'une Ligue 1 partout dans le monde, moi je dirais que Cavani est essentiel pour que nous ici Français, parce que je pense que Cavani est aimé pas uniquement par les supporters du PSG mais par beaucoup de gens qui aiment le football. Il est essentiel pour nous ici en Ligue 1 pour continuer à kiffer le foot. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Daniel, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis forcément d'accord parce que j'ai toujours adoré ce joueur qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre en France. Il était connu en Italie et là-bas tout le monde savait que c'était un grand buteur parce que d'abord les chiffres parlaient pour lui. Moi qui suis pas fan des stats, il y a quand même des chiffres qui parfois parlent. Il ne suffit pas de tout le temps jeter les chiffres à la poubelle parce qu'ils ne veulent rien dire. Et quand tu es attaquant, quand tu es numéro 9, souvent ça veut dire quelque chose en tant qu'il est but. Après, à l'intérieur de ces chiffres-là, tu peux également aller étudier de plus près. Est-ce que tu es un buteur qui met le premier but ou le troisième quand il y a déjà 2-0 ? Ça aussi, c'est des stats qui peuvent m'intéresser. Dans quel genre de match tu les marques aussi ? Quel genre de match ? Et là, Cavani est également très bien placé dans ces stats-là. Alors je disais qu'on a eu du mal à le comprendre parce que effectivement il y a eu la tendance récente dans le football à l'attaquant seul devant, capable de dribbler, capable de partir dans des rushs. Évidemment c'est utile au jeu. Utile au jeu. Ouais, et puis qui a ce côté artistique aussi. Je suis d'accord, parce que Cavani est très utile au jeu, par son premier pressing, il est très utile au jeu. Moins dans la construction alors peut-être. Dans la construction du jeu. Non, c'est plus dans le style dont tu parles, non ? Plus dans le style, parce que quand tu es le premier défenseur et que tu travailles autant, tu es également utile à la construction, parce que tu aides à la récupération. Donc là encore, c'est pas complètement juste de dire ça. Non, le style, en fait, qui est arrivé à un moment, à la fin des années 90, avec Ronaldo, le vrai Ronaldo. C'est-à-dire, c'était un peu nouveau. C'est un peu FIFA. C'était un peu nouveau, cet attaquant capable d'éliminer, quoi. Enfin, ça reste, je pense, à ce jour, le meilleur de tous les temps peut-être avec Van Basten, il y a le débat entre les deux, mais lui il a ouvert une nouvelle brèche donc après dans laquelle on a pu voir au niveau au niveau français parce qu'il s'est révélé ici, mais des mecs comme Drogba capables de jouer seul devant, même s'il avait évidemment moins de technique que Ronaldo. Thierry Henry, ce genre de gens-là capables de faire plein de trucs. Et puis on avait oublié que numéro 9, c'est aussi le mec qui va enquiller les buts et qui va travailler différemment. Cavani, c'est vrai que parfois, et notamment quand il est arrivé et qu'il n'était pas à sa place, il pouvait être exaspérant dans un match. Je me souviens il pouvait rater le plus facile, comme il pouvait mettre le plus dur. Travailler comme un dingue à courir sur le côté et qui s'est sacrifié pour l'équipe pendant des mois sans rien dire, si ce n'est quand il revenait en retard. Et c'est vrai que c'était une habitude
qu'on le sait, en tout cas ceux qui le savent, c'est dû à son problème familial et ce qui l'empêche de voir ses enfants. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et Cavani, oui, cette difficulté qu'on a eu à le comprendre, petit à petit, ça s'est estompé, mais j'ai toujours trouvé injuste que finalement on veuille pas reconnaître que mettre des buts et avoir le dernier geste d'une action, ça fasse partie et que ce soit compris comme un grand geste technique. Parce qu'on lui reprochait, un grand talent, parfois de ne pas être à l'aise techniquement. Ce qui peut être vrai quand il est loin du but au moment de faire une passe ou un dribble. Il jouait sur un côté. Mais non, mais même en tant que neuf, parfois il a des gestes techniques qui sont sur des remises, qui sont un peu ébouriffants. Mais le dernier geste, celui qui consiste à pousser au fond, c'est un grand geste technique. La technique au et poste, ça, il faut avoir parlé. Un des meilleurs, et tu l'as fait certainement plus que moi, mais j'ai eu la chance de le faire aussi. Parler à des vrais attaquants, à des numéros 9, c'est un rôle à part. Et le geste final d'une action, c'est quelque chose qui est finalement beaucoup plus élaboré qu'on le pense. Bien sûr. Sinon, si cette tendance aurait effacé tout le reste, cette tendance au changement de l'appréciation de ce qu'est un neuf, ça voudrait dire quoi? Que des mecs comme Carlos Bianchi, Delionis n'étaient en fait que des cutards dans la surface qui étaient là pour pousser la balle. Exactement. Sans qu'on sache, ou Paoletta plus récemment, sans qu'on sache ce que c'est qu'un appel, un placement, le duel permanent avec le défenseur pour savoir comment te positionner par rapport à lui, la lutte psychologique qu'il peut y avoir les deux, se faire oublier, tout ce travail-là, qui, il est vrai, on n'explique jamais. Non. Moi, j'ai eu la chance d'en parler une fois avec Paoletta très longuement. Mais franchement, j'ai pas dit un mot, j'écoutais ce qu'il disait, je ne savais pas. Les mecs jouent 90 minutes, pendant 90 minutes, ils sont actifs et ils ont peut-être 45 secondes de temps effectif avec la balle. Il expliquait que quand le ballon était encore dans son camp, lui, il était capable d'élaborer déjà 3-4 schémas. Par lesquels les ballons pourraient éventuellement lui arriver dessus. Et en fonction de ces schémas qu'il avait préparés alors que le ballon était encore à 60 mètres de lui, il pensait déjà à son positionnement et il regardait déjà où était le défenseur. Ça c'est un vrai on a eu le même genre de discussion, pas avec les mêmes attaquants, mais effectivement, et c'est extraordinaire quand tu les écoutes. Mais Daniel, tu disais on a eu du mal à le comprendre. Il y a aussi quand même le positionnement qui a joué beaucoup. C'est-à-dire que moi pendant longtemps j'ai dit Cavani il marque en une touche de balle. Mais c'était pas un reproche sur ses qualités techniques, c'était un constat sur son positionnement. Mais à partir du moment où il est sur le côté, il doit contrôler le ballon un peu plus et forcément il est moins à l'aise que quand il est dans sa position idéale. Et c'est pour ça aussi à mon avis qu'on l'a mal compris au début. Parce que pour le coup il était à contre-emploi, même s'il était utile à l'équipe, il était à contre-emploi. T'as raison. Par contre là où on a été très très idiots tous, en tout cas tous ceux qui ont condamné un petit peu Cavani au départ ou qui ont eu du mal peut-être à le comprendre, c'est qu'on n'a pas su voir justement ce que ça dégageait. Qui aurait accepté d'être acheté 64 millions d'euros, d'être normalement la tête de proue de l'équipe et de pas jouer de jouer sur un côté quand tu es numéro 9, pur numéro 9 et que tu as planté pendant des années avant quoi. Après franchement personne, mais lui il l'a fait. Mais Pierre, il y a toujours un truc moi qui m'épate dans les appréciations d'ensemble qu'on a comme ça et dans certains débats. Moi, je dis toujours, et on me dit, quand tu dis ça, on ne croit pas et tout. Mais je dis toujours que à tous ceux qui pensent que j'en rajoute des caisses quand je parle, mais avant de parler, moi, j'écoute vachement ce que disent les autres. Et je lis énormément ce qui se dit. Cavani, il suffisait de lire, quoi. Tous les gens qu'il avait approchés, tous ses entraîneurs, tous ses coéquipiers, il y avait jamais, tous étaient admiratifs de ce qu'il faisait. Et même les anciens attaquants, quand ils te parlent de ses appels, donc quand il y a une unanimité, quand il y a des débats, toi, tu dis, bon, ok, tu te mets un petit peu dans le débat, et puis tu dis, bon, ok, mais quand t'as une unanimité à dire le mec est bon, et là, en l'occurrence, Blanc le répétait sans arrêt, tous les mecs en Italie le disaient sans arrêt, je me dis, mais il n'y a pas de faille. Ah, puis il y a pas de faille. Donc, comme il n'y a pas de faille, essaye de comprendre pourquoi tout le monde dit ça. Alors, ils ne peuvent pas tous se tromper. Il y a ça, ceux qui ont vécu avec lui, et puis il y avait aussi les images que nous on voyait, quoi. Et je suis désolé, même les matchs où il a été un peu moins bien, c'est un mec qui a jamais triché. J'ai pas vu un seul match de Cavani où il trichait. L'aude à Cavani, moi je la partage, pas de souci, mais quand même Pierre, si on te laisse le choix entre Neymar et Cavani. C'est un choix très dur, mais pour plusieurs raisons, moi je choisis Cavani. C'est pas deux postes similaires. Oui, dans la construction d'un projet, si tu dois choisir entre les deux. T'as besoin des deux pour construire un grand projet comme celui du PSG aujourd'hui ou d'un club européen qui veut accéder à la Ligue des Champions. Mais ça, t'as besoin des deux. Je suis capable de le dire. La question, c'est l'un ou l'autre. Voilà, si tu veux mettre un peu la zizanie et que t'en veux qu'un des deux. Choisir, évidemment qu'a priori, si c'est un projet dans le football d'aujourd'hui business, vaut mieux que t'aies Neymar. Oui. Mais après, on va dire oui ou non pour des raisons différentes. Il est dans une autre forme de dimension, mais bon, moi, j'aime pas trop ces choix. Et je voudrais terminer juste sur un truc. Je pense que Cavani a
un peu divisé à un moment. Et je trouve curieux enfin pas curieux, mais notable, qu'en 1 an, il a tout fait basculer en 2 images. La première, c'est son but dans la déroute de Barcelone, parce qu'il est ressorti le seul joueur vaillant de cette déroute, le seul digne. Son image. Et la deuxième, c'est le coup franc au Vélodrome. Ouais. Alors, Neymar s'est fait expulser. On est en train de perdre le match contre Marseille qu'il ne faut pas perdre et tous les autres n'ont pas été à la hauteur. Et lui, alors qu'il n'aurait jamais dû tirer ce coup franc si Neymar était là, a pris le ballon, a dit OK, j'égalise. Et c'est marrant comme des fois, à peu de choses, la symbolique va jouer dans la tête des supporters. Et Cavani ajoute encore une chose, un élément. Ça, on a souvent fait ce genre de truc-là, Jean-Louis, dans les soirs d'after où on a 2 heures, on a du temps. Quel est les joueurs qui, dans l'histoire d'un club, alors que tu es ennemi de ce club-là, par exemple, si tu es Marseillais, tu regardes le PSG, quel joueur tu as envie et tu peux prendre. Souvent, les Marseillais ont souvent dit que Paoletta, il l'admirait malgré tout, même si c'était un Parisien. Et je suis sûr qu'ils ont le même avis pour Cavani. Comme, je sais pas, moi, aujourd'hui... Ils ont dit Heinze aussi. Comme des supporters parisiens aujourd'hui voudraient bien Gustavo. Exactement. Pareil. Oui, tu le regardes en disant, lui, alors que je suis sûr qu'il y a d'autres joueurs très très bons que jamais il ne voudrait. Si je peux rajouter 30 secondes. Mais ça marche avec Lyon. Ça marche avec Lyon. C'est un jeu qui est très intéressant à faire. Mais après, je voudrais qu'on donne la parole à Yacine. Tu fais ça avec tous les supporters rivaux. Tu regardes le mec que tu peux prendre. Alors, des fois, il y a des mecs qui sont énormes, mais tu les veux pas. C'est un bon repère. Mais tu les veux pas. Mais il y en a d'autres. Tu le veux quand même s'il est dans ton club ennemi. 30 secondes, je suis d'accord avec les deux images de Cavani que Daniel évoque. J'en rajouterai une troisième, mais qui est peut-être un peu trop fraîche, mais avec le recul, on l'aura. C'est ce penalty encore ce week-end où normalement Cavani doit le frapper. Il a le ballon dans les mains, parce que l'histoire est bien faite. C'est lui qui a le ballon dans les mains, comme par hasard. Ça aurait pu être un autre joueur. C'est lui qui l'a dans les mains. Il le donne très rapidement à Neymar, mais il le donne pas avec un geste en trop ou un geste superflu pour dire tiens moi je suis grand et toi t'as été petit parce que tu me l'as pas donné. Moi je te le donne, mais c'était juste pour faire taire tout le monde, juste pour dire moi je suis là pour gagner avec lui, donc on est tous ensemble et on y va. Et ça c'est pour moi un parfait résumé du garçon. Yacine nous rejoint au 32-16, supporter du PSG. Alors au 32-16 il y a que des pro Cavani. Là forcément le débat là, est un peu compliqué. Moins en moins. Mais salut Yacine. Bonsoir tout le monde. Salut Yacine. Bonsoir. Je voudrais juste faire une petite parenthèse de 10 secondes avant d'entamer ce passionnant sujet. Je rejoins Daniel sur ce qu'il avait dit par rapport à un certain grand journal national qui tente une campagne de déstabilisation et qui avait dézingué Cavani, que ces gens-là aient une carte de presse et qu'ils aient une aussi grande crédibilité, qu'ils sont relayés après par l'opinion générale. Voilà, c'était un coup de gueule parce que c'est très grave. Ton message est passé, Yacine. On va pas refaire le débat, c'était vendredi que vous l'avez fait. Après, pour en venir sur Cavani, bien sûr, de toute façon, comment ne pas être admiratif. Il y a 2 ans, on disait que c'était une chèvre, qu'il devait fermer sa gueule, qu'Ibra c'était le patron, qu'on savait pas ce qu'il foutait à Paris, limite, c'était pas un grand joueur. Les gens qui connaissaient pas trop le football, ont appris au fur et à mesure. Et quoi que maintenant, on dit qu'il fait l'unanimité, je suis pas si sûr parce qu'aujourd'hui, comme la mode, c'est la culture FIFA, il serait capable de dire qu'aujourd'hui, je dis un exemple bête, mais Cavani, pour eux, c'est pas un grand attaquant, parce qu'il manque d'élégance. Parce qu'il sait pas faire de roulette ou pas faire de... Non, mais parce que c'est la mode FIFA, quoi. Donc ceux qui ont très peu de matière grise. Et non, mais Cavani, moi, son accomplissement, je pense que ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait qu'il soit sous-leader européen. Je pense que ce serait une grosse récompense. Meilleur buteur européen. Ça va être un petit peu compliqué parce que Kane est légèrement devant. Mais ce serait, je pense, un très bel accomplissement pour lui. Parce qu'il le mérite. En plus, c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes passions que tout le monde. Il est passionné d'ornithologie. C'est quelqu'un de très discret. Par la pêche. Aussi. Mais il a toujours la niaque, il a toujours le sourire. Et puis il a mis tout le monde d'accord avec Neymar. Il fait en sorte que ça se passe bien. On cherche des petites polémiques. De toute façon, il faut vendre du peuplard, donc mais comment ne pas être admiratif? Pour moi, il est supérieur à Suarez et Kane dans son volume de jeu. Il défend beaucoup plus Kane. Il peut pas faire le travail défensif que fait Cavani. Suarez non plus. Donc voilà. Et puis on dit que c'est un manchot au niveau technique. Moi, je suis désolé. Quand on cavale autant que lui, c'est normal qu'on gâche 1 ou 2 occasions. Mais moi, je me rappelle de son premier but. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était contre Ajaccio. Bastia, non? Le contrôle retourné, le contrôle orienté qu'il fait et la frappe pied gauche en pleine lucarne. Ça mettait tout de suite dans le ton, quoi. Et on savait qu'on avait là un grand attaquant. Ok Yacine.
Bah écoute, merci. Ce qui te ferait plaisir, Yacine, c'est le soulier d'or. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de voir Cavani avec le brassard de capitaine au PSG un jour. Ah oui, aussi. Je trouve que ce mec-là emmène tout le monde avec lui et que ce serait juste mérité, quoi. Et Yacine, le jeu du je prends un mec dans l'équipe que je déteste. Ah, à l'OM? Ouais. Je sais pas quelle est l'équipe que tu n'aimes pas. Non, Luis Gustavo, je prends. Pas forcément. Comment dire Et un mec qui est très bon à l'OM, mais que malgré tout tu veux pas, parce qu'il est trop OM. Non, Benjamin Mendy, j'aurais bien aimé. Benjamin Mendy, j'aurais bien aimé. Mais là, à l'heure actuelle, pour ce qui dégage, tu me parles de l'époque actuelle ou Oui, de l'équipe là, actuelle. maintenant, ouais. Maintenant, Luis Gustavo, ouais. Bah oui. Luis Gustavo, bien sûr. Yacine, merci. À bientôt dans l'after. Ciao. Alors effectivement, le jeu fonctionne bien. On a quelques messages sur le hashtag RMC Live, notamment un tweet de Luis Dieu Gustavo. Donc a priori, il est fan de Luis Gustavo. Et il dit effectivement, Cavani, c'est mon joueur préféré au PSG. Toi, tu prendrais qui à Toulouse, puisqu'on parle d'équipe que tu n'étais? Mais je déteste pas Toulouse, moi. Non, mais fais ça selon les époques. Tu vas voir, c'est assez drôle. C'est les gars que, même s'ils étaient énormes, t'en aurais jamais voulu parce qu'ils étaient beaucoup trop marqués. Club d'en face. Oui, ou parce qu'il y a un caractère qui te correspond pas aussi, ou des. Ouais, tout à fait. Et c'est les Marseillais qui auraient cité Pierre à l'époque. Et les mecs, alors, encore plus poussé parce que c'est un peu de l'autoflagellation. Mec qui était dans ton club, mais que tu sais ne correspondait pas forcément à ton club, mais plus à ton club ennemi. Alors ça, c'est de l'autoflagellation, c'est très dur. C'est genre de la réflexion, là, quand même. Ouais, faut chercher, genre là. Quoi, genre Lassana Dira quand il était à Marseille? Quoi? Je sais pas, il a dit j'ai grandi à Paris, etc. Moi, j'ai une théorie sur le PSG OM que le PSG est plus brésilien et l'OM plus Argentine. Dans le caractère et la façon d'être et le jeu. Oui, complètement. Le PSG a un côté, si on caricature, un petit côté plus danseuse et l'OM plus baston. Qui brille et voilà. Le PSG, c'est plus étoiles qui brillent, même qui parfois peuvent être agaçants, un peu à chouiner. C'est plus Rai, le frère de Socrates, et Marseille, c'est plus Heinze, voilà, par exemple. Heinze a été adoré au PSG, mais je pense que son profil était plus OM. Écoute, je pense que ça peut être dur à entendre pour les supporters du PSG, mais il y a des personnalités. Moi, j'aime bien qu'il y ait des. Non, parce que ça correspond à l'ADN un peu du club aussi. Moi, je trouve que Pierre était très brésilien. Mais lui, c'est un enfant du PSG. Alors, messieurs, but à Reims-Lorient, la Ligue 2, Aurélien Tiersin. Ouais, et c'est une surprise. Le but de Lorient à la 81e minute. Le but de Steven Moreira sur une belle ouverture de Fabien Lemoine. Moreira qui vient tromper d'un plat du pied assuré Johan Carasso. Et ça fait 1-0 pour les Merlus de Mika Landreau. Et c'est une surprise après 7 victoires consécutives de Reims et un pénalty raté par Jordan Siebatcheux. Et les Merlus sont donc devant à 8 minutes de la fin du match. 1-0 pour Lorient à Reims. Merci Aurélien. Des infos PSG puisqu'on était sur Cavani. Info de Mohamed Bouafsi, sauf gros retournement de situation. Lucas va s'engager avec Tottenham. Visite médicale demain. On parle d'un transfert autour de 28,5 millions d'euros pour un contrat de 4 ans et demi. Autre info. Lucas qui hier soir jouait au poker. Ah oui? Parce que nous, dans le RMC Poker Show, nous suivons l'actualité. Oh, il a le droit. Évidemment, je suis pas en train de dire qu'il n'a pas le droit, bien au contraire. Le poker, tu sais, mec, c'est une activité saine. Il joue avec Neymar. Neymar est un très très bon joueur de poker. C'est sain, ça fait finir tard quand même. Ça fait finir tard, mais c'est sain. Ouais, t'es assis, si t'as pas trop d'alcool sur la table. Voilà. Non, il y avait grosse partie de poker hier. De toute façon, c'est pas privé puisque c'était rendu public sur Instagram. Donc c'est mieux de passer une soirée chez ton pote. Et nous, ça nous a fait marrer parce que très bien. Dans le RMC Poker Show, vous en avez parlé. On en a parlé. Le groupe du PSG pour demain face à Rennes en demi-finale de Coupe de la Ligue. Lassana Dira et Mbappé dans le groupe. Alors Lassana Dira, Unai Emery a bien dit qu'il devait travailler physiquement, mais il sera bien dans le groupe. En revanche, Thiago Motta et Thiago Silva sont forfaits. Bon, Thiago Motta, j'ai l'impression qu'on dit ça avant chaque match qu'il est forfait. Et concernant Lassana Diarra, également une petite info, c'est lui qui a proposé de faire partie du groupe, donc à Unai Emery. Emery qui a dit aujourd'hui, je compte sur Pastore, on ne veut pas s'en séparer, alors qu'il a redit en zone d'interview après le match de Montpellier qu'il voulait jouer la Coupe du Monde et qu'il avait bien compris que pour jouer la Coupe du Monde, il fallait quitter le PSG. Mais Emery a dit, on a besoin de lui, quand il est à 100% physiquement, c'est un joueur exceptionnel. Voilà pour les infos PSG du moment. Et parce que tu parlais de PSG et Rennes, j'ai adoré, petite parenthèse, j'ai adoré le message
message d'Olivier Létang. Ah oui, ce sera une question de l'after. Ah, alors je me tais. Sur le club à réveiller, etc. Ah ouais. Alors on le Parce fera que tout à l'heure. c'est tout ce qu'on pense depuis des années. Et tu le diras tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. 74-72, c'est le score pour Bourg-en-Bresse face à Gravelines Dunkerque. C'est le match de Pro A du soir et je vous rappelle donc que Lorient mène 1-0 à Reims. Dans un instant, l'avis tranché de Daniel Riolo sur les fameux chocs psychologiques en Ligue 1 quand on change d'entraîneur. Décryptage à venir et à ne pas rater dans l'after. À tout de suite.